Bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité religieuse. Cette semaine, dans votre dossier, on évoquera l'un des vrais sujets de la campagne présidentielle, le mal logement, alors que la trêve sur les expulsions locatives prend fin aujourd'hui. Pour en parler sur ce plateau, le père Bernard Devers, président et fondateur d'Habitat et Humanisme, ainsi que Guillaume Goubert, rédacteur en chef à La Croix. On les retrouve tous les deux tout à l'heure dans notre dossier. Mais avant toute chose, nos pensées et nos prières vont vers les victimes de ce terrible accident de car en Suisse. Car qui ramenait en Belgique et des enfants qui participaient à une classe de neige. Le bilan est effroyable, 28 morts dont 22 enfants. En Belgique, le traumatisme est immense. Les évêques du pays se disent consternés par la nouvelle et font part de leur proximité pour les familles dramatiquement plongées dans le deuil. On écoute l'un de ces évêques, Monseigneur Rémi Van Cotem, l'évêque de Namur, qui était tout à l'heure l'invité d'Étienne Loraillère dans La vie des diocèses. Il réagit avec beaucoup d'émotion. On l'écoute. Je trouve que dans un premier temps, c'est moins avec des paroles qu'avec des attitudes qu'il faut le dire. Être avec sans trop de mots, parce qu'on ne trouve pas les mots pour dire une telle souffrance. Donc c'est... on se rend compte que pour les familles et les parents, c'est un choc, donc c'est un tournant dans leur vie, donc c'est une rupture dans leur vie. Donc on veut être proche de ces personnes et tout le monde sent bien qu'il y a là un drame humain auquel on compatit très fort. Voilà pour la réaction de Monseigneur Van Cotem, évêque de Namur, interrogé par Étienne Loraillère, retrouvé à 21h45 vendredi soir dans La vie des diocèses. Par ailleurs, sachez qu'un millier de personnes participaient hier soir à une veillée de prière pour les victimes et leurs familles à Louvain. Le Moyen-Orient maintenant et l'Égypte qui se prépare à élire son nouveau président, le premier depuis la chute d'Hosni Moubarak. Inquiétude du côté de la minorité copte puisque depuis le début de la révolution, la situation des chrétiens s'est encore dégradée. En un an, beaucoup ont quitté le pays, mais dans ce climat anxiogène, on a choisi de s'intéresser à un prêtre catholique qui, au Caire, accompagne les jeunes Égyptiens dans leur soif de liberté et de démocratie. On regarde ce reportage. Ils sont encore quelques milliers ce soir-là, quelques milliers de jeunes venus pour fêter la journée de la femme, mais surtout pour montrer qu'ils sont encore là, plus d'un an après la Révolution, sur cette place Tahrir, symbole de la contestation populaire. Des cris de rage, d'amertume sans doute aussi. Car cette révolution a fait plus de 2000 morts. Des martyrs dont les visages contribuent à transformer les alentours de la place en musée du souvenir. Le père William est jésuite, professeur dans un des lycées les plus connus du Caire. Cette révolution, il l'a vécue de l'intérieur avec ses élèves. C'est Karim Adel Khouzam. Il a été tué avec tous ses camarades à Port Saïd il y a 40 jours. C'est un ancien élève, promo 2012. Avec la montée du fanatisme religieux, les frères musulmans d'un côté, les salafistes de l'autre, et la reprise en main par l'armée, les Égyptiens ont peur de se voir confisquer leur révolution. Alors, ils profitent de ces quelques semaines de transition, quelques semaines d'euphorie, où tout est encore possible. Le père William est bien décidé à être un acteur de ce renouveau égyptien. Son credo, c'est l'art, surtout s'il est engagé. Car le père William est une sorte de prêtre révolutionnaire, formé à l'école de la théologie de la libération. Un mouvement d'église né dans les années 60 au Brésil, un mouvement qui prône l'action. Nous devons changer notre manière traditionnelle, que nous accueillons les gens uniquement dans l'église pendant 1h30, 2 heures, et le reste du temps, on les rejette dans la société avec une dichotomie entre le religieux et le non-religieux. Plus concrètement, il s'agit d'éveiller les consciences grâce à l'association NADA notamment. Une association créée par les jésuites pour accueillir l'élite intellectuelle et artistique de la capitale. À leur façon, ces jeunes, chrétiens et musulmans, préparent l'avenir de leur pays. Leur arme, le pinceau. Leur objectif, redonner des couleurs à l'Égypte, faire tomber les interdits, encourager le dialogue. Le père William, lui, savoure cette victoire. Il sait qu'elle est temporaire, dans quelques semaines, tout peut basculer.
Élection qui se déroulera les 23 et 24 mai prochains alors que les évêques coptes sont divisés sur le soutien d'un candidat. 12 évêques sur 24 ont toutefois choisi de soutenir un islamiste modéré. Et puis en Syrie, le nonce apostolique à Damas parle d'un massacre horrible après la découverte à Homs d'une cinquantaine de corps, de femmes et d'enfants. L'ambassadeur du Saint-Siège qui regrette que les Nations Unies soient désunies face aux événements. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Plus léger et plus réjouissant surtout, le nombre de fidèles catholiques continue d'augmenter dans le monde, principalement en Afrique et en Asie. C'est ce que révèlent les statistiques du nouvel annuaire pontifical 2012, présenté ce week-end à Benoît XVI. 15 millions de fidèles de plus en 2011, augmentation semblable à celle des années précédentes. L'ouvrage donne de nombreux chiffres sur l'Église catholique dans le monde. Il y aurait 1,196 milliard de catholiques sur la planète et sans surprise, ils sont de moins en moins nombreux en Europe. Retour en France maintenant avec un anniversaire. Il y a tout juste 10 ans, le cardinal Louis-Marie Billet nous quittait. Dimanche, l'actuel archevêque de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin, présidait une messe en mémoire de son prédécesseur. Les Lyonnais sont encore très attachés à la figure de Louis-Marie Billet, une grande figure de l'Église lyonnaise et de l'Église de France. Reportage dans la capitale des Gaules. La cathédrale Saint-Jean de Lyon est pleine. Autour de leur archevêque, les Lyonnais se souviennent du cardinal Louis-Marie Billet qui a rayonné sur le diocèse et au-delà. Ce serviteur de l'Église fut président de la Conférence des évêques de France de 1996 à 2002. À peine arrivé dans le collège des cardinaux, il avait touché par sa présence et par sa parole. Comme chaque dimanche de carême, une conférence est donnée à la basilique de Fourvière. À la demande de l'archevêque de Lyon, c'est Jean-Marie Billet, frère du cardinal défunt, qui s'exprime. Il se souvient d'un homme bienveillant, pétri par l'évangile. C'est que mon frère Louis-Marie, le cardinal Billet, aimait les gens. Et il savait leur parler avec beaucoup de simplicité. Et il retenait leur nom. Il était capable de reprendre des mois après une conversation qu'il avait eue avec eux parce que les gens avaient de l'intérêt. Et ce n'était pas seulement, je crois, une qualité humaine qui avait déjà beaucoup d'importance, mais je crois que c'était le reflet de sa spiritualité. C'était pour lui une manière de faire sentir aux gens qu'ils avaient du prix aux yeux de Dieu. Au lendemain de sa mort, Jean-Paul II écrivait « Il nous manquera en des temps difficiles, mais notre espérance demeure. Nous savons qu'il prie pour nous et pour tous ceux dont il avait reçu la charge. » Voilà, et puis dans l'ouest de la France, maintenant, sachez que l'installation de Monseigneur Pascal Winzer comme archevêque de Poitiers sera célébrée dimanche en la cathédrale Saint-Pierre. C'est un rendez-vous incontournable pour les éditeurs. Le Salon du Livre de Paris ouvre ses portes demain matin au public. Pour la 3e année consécutive, les éditeurs religieux, catholiques, musulmans, juifs ou protestants seront présents sur un stand commun. À la veille de ce grand rendez-vous, comment se porte l'édition chrétienne? Reportage dans les coulisses du salon. Parc des expositions de la Porte de Versailles. L'heure est aux préparatifs. Demain, le 32e Salon du Livre ouvre ses portes. Dans cet espace laïque, 20 éditeurs religieux se regroupent. 90 mètres carrés consacrés à des thématiques spirituelles. La mention éditeur religieux, elle mérite d'être très explicite et le lecteur ainsi peut s'orienter vers les ouvrages qui l'intéressent. Ambiance plus feutrée dans cette maison d'édition, elle publie des ouvrages chrétiens. Le Salon du Livre, un rendez-vous immanquable. L'édition religieuse représente 1% du chiffre d'affaires global dans l'édition. Le lectorat est fidèle mais vieillissant. Il y a un changement de mode de vie et il y a une question de temps. Quand effectivement les gens sont absorbés par la vie professionnelle ou les transports, la vie familiale, les loisirs, qui ont quand même beaucoup changé et qui se sont énormément diversifiés. Quel temps réservons-nous à la lecture? Conquérir de nouveaux lecteurs, ce n'est pas seulement une affaire d'opération commerciale ou de changement de support face à l'arrivée du numérique. C'est surtout toucher le lecteur, quel qu'il soit, où qu'il soit. Cherchons des auteurs avec une spécialité, avec une compétence réelle, mais capables de transmettre ça dans un langage compréhensible par tous. Les librairies, principal partenaire des éditeurs, souffrent d'un contexte économique rigoureux. Demain, au Salon du Livre, les éditeurs religieux iront directement à la rencontre de nouveaux lecteurs.
Et puis avec l'arrivée des beaux jours, des images de sanctuaires français qui constatent le fort développement depuis quelques années d'un nouveau type de visiteurs, des personnes éloignées de la pratique religieuse, mais en quête spirituelle, selon l'association des villes sanctuaires qui tenait une conférence de presse ces jours-ci, association qui regroupe les représentants des villes et sanctuaires. Le tourisme religieux représente 44% de l'ensemble du tourisme dans le pays. Voilà tout de suite la chronique de Monseigneur Jean-Michel Di Falco qui cette semaine nous raconte une histoire québécoise, vous allez le voir, pour le moins déroutante. Bonjour. Comme vous pouvez le constater, cette chronique n'est pas enregistrée dans le lieu habituel. Le sujet que j'ai choisi s'accommodera assez bien avec ce cadre ensoleillé, car ce que je vais vous raconter serait triste si ça ne frisait pas le ridicule et pour ne pas dire la bêtise. Tempête, si j'osais, je dirais tempête dans un bénitier au Canada. Un professeur de musique de la province de Québec a décidé de ne pas citer dans l'hymne à l'amour d'Édith Piaf la phrase « Dieu réunit ceux qui s'aiment ». Il craignait de provoquer un débat religieux avec ses élèves âgés de 10-11 ans, ce qui serait contraire au principe de laïcité, et la commission scolaire lui a donné raison. L'Église catholique de Québec, pour sa part, a tourné à son avantage la controverse. Elle en a fait un slogan « Dieu réunit ceux qui s'aiment », reconnaissant dans un communiqué de presse que cette phrase exprime une réalité partagée par tant de femmes et d'hommes depuis la nuit des temps, l'idée d'un Dieu bon qui nous veut heureux. Le ministre de la Culture, de son côté, a déclaré « Supprimer cette phrase est contraire au bon sens, c'est de la censure ». Certains diront sans doute qu'elle n'est pas objective vu son nom, Christine Saint-Pierre. Mais au fait, de quel Dieu s'agit-il? De Cupidon, Dieu de l'amour, d'Aphrodite? Pardon, c'est une déesse. D'Eros alors, qui le sait? Mieux vaut traiter cette histoire avec humour, mais il y a tout de même quelque chose de préoccupant, non? À quand l'interdiction d'étudier les grandes œuvres de la littérature où il est question de Dieu? À quand l'interdiction d'interpréter les œuvres musicales religieuses? Il faudra aussi décrocher de nos musées toutes les œuvres à référence religieuse. Alors nous pourrons sortir nos mouchoirs et pleurer Racine, Hugo, Mozart, Bach, le Caravage, Léonard de Vinci et tant d'autres. J'aime beaucoup la réponse d'un vieux sage juif à la question d'un jeune homme qui lui demandait si Dieu existait. « Mon ami, lui dit-il, ce qui est le plus essentiel dans le monde, c'est Dieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas. Je vous rassure, moi je crois qu'il existe. Mais au fait, lorsque les médias diffusent la vie en rose, est-ce décompté du temps de parole du candidat socialiste? À bientôt. À bientôt, Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Une figure spirituelle méconnue à la une de famille chrétienne. Jeune Bradburn, né anglican et mort catholique au milieu des lépreux. L'hebdo parle d'un itinéraire de sainteté caché. Didier Rance lui consacre une biographie. Pèlerin maintenant, qui revient longuement sur la guerre d'Algérie. 50 ans après le cessez-le-feu, ils se souviennent. Grand reporter pendant la guerre, Jacques Duquesne raconte ses souvenirs dans un livre écrit en collaboration avec notre confrère Antoine Dabundo, que vous avez l'habitude de voir sur ce plateau. La vie de son côté s'intéresse à l'école, baisse du niveau, hausse du décrochage. L'école préoccupe les Français et s'impose dans la campagne présidentielle selon la vie. Et puis réforme, à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle, la Fédération protestante de France propose des éléments de réflexion dans un texte intitulé « Vérité, solidarité, exemplarité ». Tout de suite, notre dossier. Les responsables des 6 principales religions de France ont publié un communiqué hier. Ils souhaitent que le débat en cette phase active de la campagne électorale soit à la hauteur des enjeux. Cette semaine, on a choisi de consacrer notre dossier à ce qu'on appelle un vrai sujet de campagne, la question du logement, alors que le 15 mars signe la fin de la trêve des expulsions locatives. Pour en parler, nos 2 invités, le père Bernard Devers, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous êtes président et fondateur de l'association Habitat et Humanisme. Et puis Guillaume Goubert. Bonjour Guillaume. Bonjour. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef à La Croix. Peut-être un mot, Père Devers, sur ces expulsions, cette date du 15 mars qui ouvre à nouveau la possibilité d'expulser ceux qui ne peuvent pas payer leur loyer. Combien de personnes sont touchées par ces expulsions chaque année? Alors, le chiffre annoncé un peu cette année, c'est 10 000. Ça veut dire des personnes qui sont des familles,
qui vivent en situation extrêmement difficile. Et quand vous parlez d'expulsion, je pense justement à une famille, il y a quelques mois, elle a été expulsée en fait au mois de mars dernier. Et de mars au mois de novembre, elle est restée, cette famille de 2 enfants, est restée dans la rue, à Paris. Elle a eu un moment, un squat, est abrité par un squat rue de la Banque. Cette femme était enceinte de 7 mois. Et cette femme nous a dit, voilà, finalement, moi, le reste à vivre me permettait de payer mon loyer, mais pas les charges. Elle dit, je ne cherche pas d'excuses. Mais est-ce qu'on va me laisser sur ce trottoir ou bien est-ce qu'on va trouver en fait une possibilité de m'aider à trouver un logement? Nous l'avons pu l'abriter pendant cet hiver et puis elle a accouché là maintenant. Nous avons pu lui trouver un logement après bien des difficultés. Mais en fait aujourd'hui, elle a un logement de 3 pièces. Cette famille est logée, est abritée. Quand on écoutait en fait cette famille, quand on voyait le regard des enfants, un regard qui a connu la peur. On se pose alors nécessairement la question, plus jamais ça. Mais comment plus jamais ça? Et donc on voit bien qu'on est dans une situation à partir de laquelle il manque ce million de logements. Et parce qu'en fait, entre l'offre et la demande, il y a une distorsion, il y a une rupture. Les populations plus fragilisées sont en grande difficulté. Je ne parle pas des gens de mauvaise foi. Oui, bien sûr, c'est deux catégories bien différentes. Hein. On est bien d'accord. 2 catégories bien différentes. Mais il y a un certain nombre de familles, et notamment, je pense, en fait, à ces familles monoparentales. Et d'ailleurs, il faudra arrêter de parler avec ces euphémismes. Quels sont ces familles monoparentales? Ce sont des femmes qui sont isolées, des femmes qui sont souvent abandonnées et qui ont une charge familiale. Où la pension alimentaire n'est pas toujours payée, loin de là. Nous, on a connu, c'était il y a 18 mois, une famille, on pourrait dire classe moyenne supérieure, quoi. Cette femme avait 4 enfants, ce couple avait 4 enfants, 4 enfants qui étaient au scout, etc. Enfin, dans un quartier résidentiel. Et puis le mari est parti, loin. Il a oublié de payer, lui aussi, sa pension alimentaire. Et cette femme s'est trouvée dans une situation très très difficile. D'abord, confrontée d'abord à une vraie souffrance personnelle, à l'inquiétude par rapport à ses 4 enfants, et puis de dire, mais aujourd'hui, quel travail je vais pouvoir avoir, quoi. Dans une situation quand même aussi où le chômage participe aussi à cette grande précarité des familles. Donc même les classes moyennes aujourd'hui sont concernées. Ce mot peur, voilà. La peur peut gagner aussi les classes moyennes. Guillaume, le gouvernement, notamment quand Christine Boutin était ministre, avait annoncé pas mal de choses ces dernières années pour le logement, plus de logements sociaux. Est-ce que vous avez l'impression que l'annonce a été suivie des faits et des mesures? Alors, il y a eu effectivement au cours des dernières années un effort de construction accru par rapport à la période précédente. Donc il y a eu de bonnes choses de faites. Le problème, c'est que l'accroissement de l'offre de logement n'a pas été suffisante. En plus, dans une période où le prix des logements a énormément augmenté. Il faut être bien conscient que sur la question du logement, on est en face d'une crise qui est multiforme. Il y a une crise qui touche à peu près tous les échelons de la société, à part les très riches. En tout cas, pour ce qui concerne l'agglomération parisienne et les très grandes villes. Et donc, il y a toute une chaîne du logement à repenser, à reconstruire, à réorganiser, de façon à ce qu'il y ait ce qu'on appelle des parcours résidentiels où des personnes peuvent commencer dans un logement social et puis que leur situation s'améliorant, se stabilisant, ils peuvent passer dans ce qu'on appelle du logement intermédiaire, puis peut-être ensuite à l'accession à la propriété. Et chaque fois qu'ils avancent, ils libèrent des places pour d'autres. Aujourd'hui, on est dans un système qui est beaucoup trop figé, malheureusement. Il y a très peu de places qui se libèrent dans les logements sociaux. Encore une fois, je parle principalement des grandes villes françaises. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation qui sont au moins symboliquement à la rue ou dans des formes de logement précaires ou d'habitat surpeuplé, d'habitat insalubre. Avec la peur, hein, comme vous disiez, Père Devers. Oui, cette peur-là, effectivement, Guillaume parle très très justement de ces logements intermédiaires qui font cruellement défaut, parce qu'en fait, on voit que sur ces 15 dernières années, la part du logement intermédiaire
s'est complètement effondré. Parce que les grands investisseurs, je ne suis pas là pour jeter l'opprobre, hein, bien évidemment, mais en fait ont vendu ces immeubles et sont sortis en fait aussi de ce patrimoine à vocation qui était une vocation sociale. Et permettant aussi à des familles qui sont les classes moyennes en fait, de trouver un logement. Et comme dit Guillaume, en fait aujourd'hui il n'y a plus de fluidité. En fait, ceux qui ont un logement en fait, dans le parc HLM, et ce n'est pas du tout là non plus pour marquer en fait, une opposition par rapport aux dirigeants des sociétés de HLM, mais ceux qui ont ce logement-là, en fait, ils le gardent. Et pour parvenir en fait, au logement, ce logement privé, le coût de ce logement est tellement important, en fait, en pratiquement 10 ans, le coût a monté de 140%. C'est énorme. 140%. Et ce qui est énorme, et c'est là la rupture, c'est que le montant des revenus, sur 7 ans, le revenu médian a augmenté de 35%. Décalage. Donc, voilà, c'est ce décalage qui explique pour une grande partie, aujourd'hui, cette crise, en fait, du mal logement. Mais quand on entend le mal logement, le mal, c'est un malheur. Et ce malheur, il touche aussi des enfants. C'est 600 000 enfants en France qui sont victimes du mal logement. 600 000 enfants. Et ces enfants sont victimes 2 fois. Victimes aujourd'hui parce qu'ils vivent souvent dans des conditions d'insalubrité. Il y a des enfants qui vivent dans des squats. Enfin, quand j'ai évoqué tout à l'heure la rencontre avec cette famille, cette petite fille qui dit en fait, lorsqu'on lui a trouvé ce logement, enfin, je vais pouvoir me doucher. Ou ce petit garçon qui ne peut pas imaginer, ce petit garçon qui fait cette réflexion, dormir sur le macadam, c'est dur. Ouais. Donc, victime dans des conditions de vie inacceptables, et victime une deuxième fois, c'est lié au fait qu'aller faire en fait aujourd'hui de l'éducation, aller faire de l'enseignement pour préparer les jeunes à un avenir. Donc en fait, ils sont victimes aussi. Ça me paraît être un sujet quand même majeur de cette campagne. Il y a des élections, des choix vont devoir être faits. Est-ce que vous avez l'impression, Guillaume, qu'on parle quand même de cette question du logement suffisamment par rapport à l'enjeu ? On en parle, ces jours-ci, on n'en parle certainement pas assez. Il y a eu un début de campagne où il y a eu des choses qui ont été dites. Par exemple, quand Nicolas Sarkozy, bon, il l'avait fait plutôt en tant que président qu'en tant que candidat, mais peu importe, a annoncé une augmentation du coefficient d'occupation des sols de 30%, enfin des droits à construire de 30%. Je pense que c'était une annonce qui allait dans une bonne direction parce qu'il y a une des difficultés aujourd'hui du marché du logement en France, c'est que c'est très difficile de construire de nouveaux logements parce que, disons, il y a une espèce de consensus social là où les gens sont installés pour ne pas accueillir de logements supplémentaires. Et donc les décisions qui permettent de construire davantage de logements, ou alors il y a une espèce de tabou actuellement en France dans le fait de construire en hauteur, de construire des tours. Là aussi, au moins pour une très grande ville comme Paris, le fait de construire verticalement permettrait de créer des logements là où il en manque cruellement. Donc ça, c'est des débats qui ont été un peu évoqués effectivement en début de campagne. Maintenant, on est un petit peu sur d'autres sujets. Il faut espérer que dans les semaines qui restent, on va revenir à un moment donné sur cette question du logement pour la porter au niveau qui est le sien. Je veux dire, avoir un toit, c'est quand même, ça fait partie de... Ça pour la société tout ce qu'a globale. dit le Père de Verre le montre bien. C'est vraiment un droit de base pour tout être humain. On en parle assez pour vous ? Enfin, j'imagine que non pour vous, vous allez me dire... Non, enfin, je veux dire qu'effectivement, je reprendrai bien le propos de Guillaume. En fait, d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'en fait, pour une première... Enfin, la question du logement s'est invitée dans le débat politique. Donc ça, c'est un point positif quand même. Ça, c'est un point positif. Donc relevons ces points positifs. Sur la question des 30% de ces droits à construire supplémentaires, ça a d'ailleurs été voté par le Sénat, et le Sénat était une majorité à gauche, et ça a été voté par l'Assemblée nationale. Donc en fait, on sent bien qu'il y a un certain consensus dans ce pays pour en fait trouver des réponses. Et le sujet, c'est pas tant de dénoncer, le sujet, c'est dénoncer des propositions nouvelles. Sur la question des 30%, nous, on le demandait depuis déjà un certain nombre de mois, voire d'années. Seulement, la question, c'est que ces droits à construire supplémentaires, allez, pour parler comme Bergson, ça correspond en fait à un supplément d'âme. C'est-à-dire que ça permet précisément, sur ces 30% supplémentaires, d'avoir des logements qui soient adaptés, abordables pour les personnes plus fragilisées. Je pense aux personnes âgées. On voit aujourd'hui une grande difficulté avec des personnes qui ont eu des parcours professionnels très difficiles, avec de chômage de longue durée, et dont le montant de leur retraite ne leur permet pas toujours de pouvoir conserver leur propre logement. C'est aussi donc ces familles monoparentales, c'est aussi ce chômage important de jeunes, à 25% de jeunes qui sont au chômage.
Alors ces 30% de ces logements supplémentaires, il faut que ça soit en fait une charge qui soit une charge maîtrisée. Maîtrisée, c'est le mot. Oui. Des logements pour rebondir. Des logements pour rebondir. C'est une belle formule, un beau slogan ça, hein, Guillaume? Oui, tout à fait. Pour conclure peut-être cette discussion. Non, simplement de dire qu'une nation qui ne parvient pas à loger ses membres est en défaut et qu'il est vraiment, on est dans une situation de tension comme on en a rarement connu depuis, disons, les années 60 et que véritablement c'est un chantier prioritaire. Merci en tout cas à tous les deux, on pourra encore en parler longtemps sur ce plateau, j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire. Merci à vous. À très vite et à très bientôt sur KTO.